don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life, we can move in this life. Manon Simonel, bienvenue au podcast. Merci. Commençons aujourd'hui. Ça va très bien. Ça va très bien bien. Contente de venir. C'est mon premier podcast. Oui, Donc, une belle expérience. Oui, je suis super excitée. C'est-tu stressant un peu quand on fait son premier podcast? Pas vraiment, je te dirais. J'ai déjà fait des conférences, je donne des formations. C'est un peu plus stressant parce que des fois, j'ai peur. Tu sais, il y a des fois où tu dois parler anglais puis tu te lèves le matin, c'est juste pas le bon jour pour parler anglais, on sait pas pourquoi. Donc là, un podcast, au moins, ça va parce que tu dis, ça va être une discussion. Je pense pas dire de bêtises. Donc il n'y a pas de bêtises qui peuvent être dites. Puis de toute Exact. manière, on oublie les caméras, en fait, quand on fait un podcast. C'est ça qui est plaisant. Si jamais tu veux t'adresser à ton audience, je vais te poser, mettons, as-tu un conseil? Tu peux t'adresser à la caméra juste ici. Ok. Ça, c'est la tienne, mais sinon, on les oublie. Parfait. Donc, Manon, on s'est rencontrés à travers LinkedIn. J'avais fait un post justement à la recherche de nouveaux invités. Puis, on s'est fait un meeting. Puis, j'ai dit, on se planifie ça. Donc, on s'est booké ça. On est au mois de décembre. Ça va être publié au mois de janvier. Manon, parle-moi un petit peu plus de ton domaine puis de ton background. Oui, merci. Alors moi, je suis stratège marketing numérique. Donc moi, ma spécialité, c'est que je gère des campagnes. Donc tout ce qui est Google Ads, en fait, sur tous les réseaux sociaux, je fais la partie payante. J'ai toujours travaillé en agence. J'ai une expérience de 8 ans en agence à Montréal et un petit peu en France aussi. Et depuis cet été, j'ai décidé de me lancer à mon compte. Et depuis que je suis à mon compte, j'explore un peu d'autres domaines de mon secteur. Par exemple, je fais plus de SEO, par exemple, donc du référencement organique sur Google et d'autres d'ailleurs. Maintenant, ça commence un petit peu partout le SEO. Et aussi de la création de contenu, j'aime beaucoup ça. Cool. C'est pas ma spécialité à la base. Moi, je suis vraiment plus dans les chiffres. Dans les ads, exact. Moi qui étais vraiment nulle en maths à l'école, c'est drôle de voir que maintenant, je fais des calculs tous les jours. Mais, il y a beaucoup d'analytiques, là, on s'entend juste dans le méta, c'est incroyable. Exactement. Et donc, c'est ça. Moi, c'est plus ma partie, mais je trouve qu'en fait, les trois, l'organique, création de contenu et ads sont hyper complémentaires. Et c'est un petit peu ce qui me dérangeait en agence. J'avais l'impression que j'étais un petit peu toujours dans ma boîte de juste... Oui, mais toi, tu gères juste les campagnes. J'avais envie d'un peu explorer tout, quoi. Donc, touche pas à ça, c'est pas ton rôle. Reste un peu dans ton carré de sable. Après, ça allait, c'était pas aussi direct que ça, mais tu sais, super ton idée, mais tu sais, c'est le spécialiste de ça qui va le développer. Donc, moi, après, ça me frustrait un petit peu. Là, tu parles en France, la réalité que tu as vécue, ou c'est vraiment ici, même au Québec aussi? Hein? Parce que j'ai plus travaillé en marketing digital au Québec. Et c'est ici que je l'ai vécu. Mais après, j'ai quand même énormément appris en agence. C'est clair. Et j'ai adoré mon expérience en agence. Mais c'est ça, j'avais envie de me développer, d'explorer d'autres champs d'expertise. Et en plus, je trouve que mon métier, il change énormément. Et j'ai l'impression qu'avec l'IA, ça va quand même être assez un gros chamboulement pour les agences. Et je pense, j'ai pas de boule de cristal, mais je pense que pour les agences, il va falloir se renouveler. Je pense que ça va être très difficile, rendu à un certain moment, de rester juste dans sa petite case de gestion de campagne, création de contenu. 100%. Je pense que de plus en plus, ça va s'intégrer. Puis justement, moi, je donne beaucoup de formations et je vois beaucoup de personnes qui font, par exemple, de la création de contenu d'un côté ou du SEO, qui veulent apprendre d'autres choses. Donc, je pense que plus le temps va passer, plus ça va être comme des champs de compétences qui vont être très liés et comme une expertise 360, quoi. C'est super cool. Puis dans les formations que tu donnes, est-ce que tu vois que certains professionnels ont peur d'utiliser ou d'enclencher le pas vers l'IA puis l'intelligence artificielle, de genre ça va voler des jobs ou je suis pas habitué à ça, ça me sert à rien. Juste peut-être précisément dans le copywriting, on s'entend, ça peut faire un frein. Mais moi, je le vois plus comme un accélérateur, d'être plus performant. Fait que comment tu amènes ça dans tes formations? Tu vois, moi, déjà, comme toi, je pense que c'est vraiment un accélérateur parce que moi, par exemple, c'est 3 métiers. SEO, création de contenu, gestion de campagne, c'est 3 métiers. Heureusement qu'il y a l'IA pour m'aider. Tu vois, moi, ça me permet vraiment d'être beaucoup plus efficace, d'automatiser des choses. Et puis, sinon, pour répondre à ta question... Comme toi, je remarque qu'il y a beaucoup de sceptiques, de gens qui ont peur d'être remplacés par l'IA. Mais je pense vraiment que, justement, il faut le voir comme un add-on et de se dire que ça va vraiment être comme un outil pour décupler mon efficacité, ma productivité. Mais ça ne remplacera jamais un humain.
humain, en fait. Parce que c'est ça, moi, c'est un conseil que je donne beaucoup à des gens qui démarrent, c'est que la campagne ou le gestionnaire de campagne, la plateforme a une vision à la face d'une médaille, alors que l'entrepreneur, le propriétaire de l'entreprise, il a la face de l'autre médaille. Et les deux doivent se communiquer. C'est comme ça qu'on obtient de bons résultats. Donc, l'IA ne peut pas travailler toute seule. Comme nous, je pense que rendu à un certain point, on ne pourra pas travailler sans l'IA. Non. Donc, c'est vraiment les deux qui doivent collaborer ensemble pour... une relation complémentaire. Comme ChatGPT au début, on commençait à l'utiliser, il te sortait des réponses tout croche, puis plus tu commences à l'utiliser, tu lui dis « Ah, mais je veux tel ton, synthétise, etc. » Et plus il te sort des résultats incroyables, et puis toi, tu es plus efficace. Et tu vois, c'est ça, les deux, ils marchent ensemble, quoi. Mais moi aussi, comme n'importe qui essaie une nouvelle technologie, c'est comme un peu sceptique. Puis j'ai dit, je vois pas la valeur ajoutée de l'utiliser pour mes tâches administratives ou juste un assistant virtuel, littéralement. Là. Ça peut être ça. Mais puis après, tu testes, tu lui poses des questions. Puis littéralement, moi, tu peux faire des prompts, là, mais c'est séparé en discussions. Puis après, tu sépares, plus des discussions personnelles. Puis il se souvient justement... Il se souvient justement des discussions, des questions que tu as posées pour avoir plus de contexte par la suite. Tu n'es pas obligé tout le temps de redemander la même chose. Fait que je pense que c'est un outil à ne pas négliger pour plein d'aspects de notre entreprise. Puis on a eu un super bon exemple récemment avec TikTok. Tu vois, moi, de TikTok, j'en parlais, je pense, avant la COVID. J'en parlais en 2019 dans mon agence parce qu'on devait se partager des articles, des nouveautés, tout ça. En 2018, de 2019. En 2019, ouais. Et ouais. J'avais dit, TikTok, ça commence vraiment à pogner. Franchement, moi, je pense que ça va se démarquer. Et tout le monde m'avait rionné en disant, ouais, mais c'est que des petits qui dansent. Tout le monde dit ça. Il disait ça. Tu sais, j'avais dit, mais tu sais, quand même que ça grandit. Je pense qu'il faut le regarder, garder l'œil dessus, voir comment ça évolue. Et au final, pendant la COVID, ça a explosé. J'ai commencé à donner des formations là-dessus. Et il y avait quand même beaucoup de gens encore sceptiques. Alors que maintenant, la TikTok, tu peux plus... C'est même TikTok qui façonne les autres réseaux sociaux. Même sur LinkedIn, maintenant, tu as le fil vidéo. Donc, au final... C'est nouveau, ça. C'est rendu... Il y a une section Reels, mais c'est récemment. Je l'ai vu il y a peut-être une semaine. Là, c'est fou. Ouais, ils ont fait le fil vidéo. C'est le dernier, là, on s'entend. C'était très catégorique. Ils sont toujours... Mais TikTok, ça a été le pionnier. Puis on a vu qu'il y a eu beaucoup... la tendance ascendante de pourquoi il y a autant de gens qui consomment du contenu. Parce que c'est attrayant, puis ça fonctionne. Avec Instagram, Reels est suivi, puis... Facebook aussi a fait la même chose. Exact. Non, c'est la nouvelle manière de consommer du contenu, je crois. Puis les gens, il y a peut-être une peur de se mettre de l'avant à travers la vidéo. C'est peut-être plus rassurant d'écrire des posts et de faire des photos. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses? C'est vrai que le premier frein que je vois quand je donne des formations, c'est oui, mais moi, j'ai pas les ressources, j'ai pas le temps. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils ont besoin, je pense, d'une équipe de tournage pour pouvoir créer des TikTok. Et bien souvent, tu sais, moi, je leur disais, mais écoutez, moi, pendant la COVID, je postais tous les jours et j'avais juste mon téléphone. Donc, j'avais juste mon téléphone. Et c'est des vidéos qui, en moyenne, durent 15-30 secondes. Donc, tu n'as pas besoin de te prendre une journée au complet pour pouvoir créer du contenu. Il faut juste que tu sois organisé. Et je pense que tu fais pareil en podcast. C'est juste que tu prépares un peu ton script. 100%. Comme ton scénario, en fait, comme pour un film. C'est un peu ça. Tu prépares d'avance et puis comme ça, tu gagnes du temps. Et non, en fait, c'est hyper simple de créer. Puis encore plus maintenant avec l'IA, justement, tu peux vraiment te simplifier le montage. Parce que les gens vont dire, oui, OK, il y a le côté technique. Là, tu dis, OK, utilise ton cellulaire, achète-toi un petit micro, tu sais, quelque chose de basique. Là. Mais j'ai pas d'idée. OK. ChatGPT, sors-moi 12 idées de vidéos. C'est pour vrai, là. C'est dans ta niche. Il n'y avait pas ça avant, là. Utilise cet outil-là. Exactement. Puis sinon, j'avais vu aussi, c'est la création appelle la création. Tu sais, souvent, quand il y a beaucoup de gens, ils disent « Ah, mais je sais pas quoi publier. » Mais il suffit de te lancer pour la première fois et après, tu sais, tu vas avoir des commentaires ou alors tu vas consulter, enfin tu vas aller plus sur la plateforme et là ça va t'inspirer, tu vas voir le contenu des autres, etc. Donc au final, c'est ça, la création appelle la création. Plus tu crées, plus tu vas avoir des idées et envie de créer. Donc moi, c'est ce que j'ai remarqué. Ça fait depuis cet été que je suis hyper active sur LinkedIn et au début, c'était très difficile de trouver des idées de contenu.
Et maintenant, comme j'ai mon calendrier de publication, des fois 1 mois à l'avance, des fois j'ai programmé mes publications et je suis là, mais qu'est-ce que j'ai ? Ah oui, c'est vrai, j'ai publié ça. C'était une idée d'il y a genre 3 semaines. Donc au final, c'est ça, maintenant, on manque pas d'idées. Puis encore plus, si tu as besoin d'un coup de pouce, bah, tu prends l'IA, puis c'est ça, elle te donne des idées toute seule, quoi. Oui, 100%. Puis tu sais, la génération d'idées, justement, c'est quelque chose qui m'a été approché par des nouveaux clients récemment. Puis maintenant, on offre de l'accompagnement dans le sens de... pour la génération d'idées, fait que du brainstorm d'idées, de concepts pour des... fait qu'on se fait des meetings par mois par rapport à ça. Parce que c'est sûr que ça peut être différent quand on n'est pas dans un contexte de podcast où là, on lance des sujets naturellement. Quand on fait du contenu pour une entreprise, ben là, il faut que ça s'adapte avec les produits, les services, les valeurs d'entreprise, la personne, les employés qui sont impliqués ou pas impliqués. Fait, il y a une autre stratégie, mais il y a le côté humain de, oui, fait qu'à la base, pour ces meetings-là, par exemple, on va utiliser ChatGPT, fait que c'est une bonne base. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut nous amener en jasant avec l'entrepreneur pour que ça fasse encore du contenu qui est plus percutant, qui est plus wow, là, right? Ben, tu vois, encore une fois, tu travailles avec l'IA, mais comme vous êtes indissociables, vous travaillez ensemble, quoi. Ouais, mais les gens, ils vont dire, ouais, mais je ne paierai pas pour ton service, tu veux utiliser ChatGPT. C'est une base, comme n'importe quoi. On ne peut pas se fier à 100% là-dessus, évidemment, parce que, bon, des fois, il va aller faire un amalgame de recherche qu'il va faire sur le web. Fait que c'est comme, mais pour les métiers créatifs, ben, tu commences avec ça, ça te donne, OK, ce qu'il m'a dit, c'est moyen, mais si on l'amène de cette manière-là, ça ferait une bonne capsule. Fait qu'il faut le voir un peu de même. C'est juste d'être plus performant, puis d'en faire plus au bout de la ligne pour notre client. Fait que les sceptiques, arrêtez là, s'il vous plaît. Ouais, c'est ça. Arrêtez. C'est comme... Mais t'as raison, j'ai vu des gens aussi qui disaient « Mais pourquoi je paierais quelqu'un pour utiliser ChatGPT alors que je peux le faire ?» Mais c'est ça. Encore une fois, là, moi, je pense que tu payes l'expérience parce que je pense que, toi comme moi, on a gossé avec ChatGPT pour l'amener au niveau qu'on souhaitait. Alors que si la personne qui fait appel à nous utilisait ChatGPT, bah, elle aurait tout ce travail à faire de gossage avant d'arriver au niveau où on est. Et en plus, un truc que je trouve hyper intéressant avec l'IA, c'est qu'on a tous notre manière de l'utiliser. Et ça, je trouve ça vraiment chouette parce que des fois, je regarde ou des fois, je demande à mes amis, pourquoi tu l'utilises, toi, ChatGPT, il t'aide à quoi ? Et ça me donne des idées, mais incroyables. L'autre fois, j'ai fait comme un tableau Excel et ChatGPT m'a fait toutes mes formules. Et ça m'a fait un dashboard automatisé, mais incroyable. C'est fou, ça. Et je me suis dit, mais ça fait presque 1 an que j'utilise ChatGPT. Pourquoi j'ai perdu mon temps? J'ai pas pensé à ça. Ah ouais, à googler, mais chercher des fois des formules Excel sur Google. C'est ça, on a toujours le réflexe de googler, puis après de chercher. Puis... Ouais, j'ai des amis qui organisent leur semaine, leur lunch et tout ça. Et c'est vrai que moi, j'utilise beaucoup dans ma vie professionnelle, mais dans ma vie privée aussi, je pourrais l'utiliser, même pour un programme sportif. 100%. Oui, puis on n'en parle pas assez, mais niveau personnel, les gens qui vivent de la solitude dans certains moments, c'est parce que maintenant, avec notre cellulaire, on peut y parler. On a une voix, on a une rétroaction qui est réalistique. Fait que, des fois, ça peut développer justement comme si quelqu'un fait de l'anxiété, de parler avec une personne, ça peut l'aider, ça, mais le côté personnel, pense pas à ça, c'est pas juste le côté professionnel. Autre chose, côté personnel, si tu es quelqu'un qui s'entraîne, ben fais-moi une routine d'entraînement, propose-moi une routine d'exercice pour pas que je m'épuise, un plan alimentaire. Ouais. Right? C'est un peu ce que tu penses à quelque chose, puis ChatGPT va pouvoir le faire. Exact. C'est sûr que tu as d'autres IA, mais celui-là est quand même bien. Moi, je trouve qu'il s'est vraiment perfectionné. Il y en a d'autres pour d'autres domaines, d'autres besoins. Mais moi, personnellement, j'utilise beaucoup plus ChatGPT pour plein de sphères. Quoi. C'est super intéressant. On a parlé pas mal de IA, qui est un sujet tendance puis chaud en ce moment. Ouais. J'aimerais qu'on revienne un petit peu dans le passé. Ouais. France. Ouais. Right? Québec. Exact. Pourquoi? Puis comment ça s'est passé? Alors, ça fait 8 ans que je suis au Québec maintenant. Alors, en fait, à la base, je travaillais en école de communication et j'avais trouvé un stage au New York Times à Paris parce que je rêvais d'être journaliste. Donc, pas du tout en pub. Oh ouais, OK. Et au final, j'arrive au New York Times en stage. Je me suis dit, je vais devenir copine avec les journalistes pour pouvoir me faire embaucher chez eux. Et là, il y a quelqu'un de la pub qui me dit, Pep, tu vas où ? Faut surtout pas parler aux journalistes, c'est vraiment interdit, c'est au niveau éthique, ils peuvent pas parler. La pub et le journaliste, limite, on se déteste. Dans les couloirs, on se dit même pas bonjour. Quoi. À ce point-là, okay, c'est des clans. Là. Donc, après, c'est vrai que le New York Times, ils sont hyper réputés. Ils ont des prix Pulitzer, ils rigolent pas. Quoi. Au niveau les journalistes, publicité, ça, vraiment, je pense que c'est peut-être un peu intense chez eux, mais c'est parce qu'ils ont la renommée. Il faudrait pas qu'il y ait des rumeurs ou quoi.
Donc, je me suis dit, ah ouais, ok, donc bon, bah, c'est pas grave, je suis en pub, je vais voir, tu sais. Et au final, j'ai vraiment aimé parce qu'au final, ce que j'aimais bien du journalisme, c'était un petit peu le côté écriture et aussi investigation. Et c'est ce que je retrouve finalement en ads. C'est ce que je disais, je regarde beaucoup les chiffres. Et en fait, je trouve que quand tu fais des ads ou en marketing digital, tu vas beaucoup regarder les chiffres pour essayer de comprendre ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné et pourquoi. Donc, je pense que c'est pour ça que j'aime vraiment bien, finalement, la pub et que même si je ne fais pas du journalisme, j'ai un petit peu l'impression, des fois, de mettre mes lunettes d'enquêtrice pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Et donc, c'est ça, au New York Times, j'ai été embauchée. Donc, j'étais gestionnaire de campagne, en gros, à la fois pour le format papier et numérique. Et là, j'avais envoyé, au même moment où je me suis fait embaucher, j'avais envoyé mon dossier à l'Université de Montréal et pour continuer un DESS en communication médiatique. OK. Et là, j'ai été prise. Donc, j'avais eu mon premier emploi. En plus, en France, c'est dur d'avoir son premier emploi. Quand tu termines tes études, souvent, ils ne veulent pas vraiment te laisser la chance. Donc là, j'avais cette opportunité-là, plus celle à Montréal. J'étais vraiment... pardon l'expression, mais le cul entre deux chaises. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Et là, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, c'était un bureau international, il y avait beaucoup d'étrangers. Ils m'ont dit, écoute, si tu pars pas maintenant, tu partiras jamais de ta vie. Wow. Parce que, tu sais, après, tu vas être rentré dans ton emploi, tu vas peut-être acheter une maison. Dans ta routine, Exactement, tu vas acheter un appart, etc. Donc, pars maintenant, au pire, tu reviens. C'est pas grave, de base, c'était juste des études pour 2 ans, donc j'aurais pu revenir. Puis au final, j'ai tellement aimé que je suis restée. Et arrivée à l'UDEM, j'ai vraiment aimé beaucoup. Enfin, c'est ça, ces good vibes. En plus, je vivais à Paris. C'est très stressant, je trouve, Paris. Maintenant, j'ai du mal. Ça me crée de l'anxiété des fois d'y revenir. Ouais, si tu compares Montréal et Paris. Ouais, déjà, il y a beaucoup de monde. C'est plus petit. C'est plus centralisé, c'est ça, les gens, ils sont pas de bonne humeur, alors qu'ici, c'est... Ça, c'est la rumeur, mais c'est vrai, là, dans le sens... Je te jure, je te confirme. Ouais. Venant d'une Parisienne, je te confirme. Et même des fois, je reviens à Paris et j'ai comme mes vieux démons qui reviennent à la surface. Ah ouais, hein, les racines. Oui, c'est ça. Donc c'est ça, je trouve qu'ici, c'est beaucoup plus chill. Le fait tu respires, il y a des espaces verts. À Paris, des fois, j'y retourne et je suis là, mais ils sont où les arbres? Il n'y a pas d'arbres. Enfin, les parcs, ils sont tout petits. Et là, j'ai beaucoup apprécié ça. Et je m'étais dit, j'ai vu la pub d'un point de vue du côté média. Je me suis dit, je vais voir ce que c'est les plateformes plus accessibles. Facebook, Google, c'était surtout ça à l'époque. Et parce que je me suis dit, c'est des plateformes hyper accessibles. Tu n'as pas de budget minimum pour démarrer. Donc, je me suis dit, c'est vraiment bien que j'explore ça parce que je vais pouvoir aider des plus petites entreprises. Parce que le New York Times, c'était genre des Louis Vuitton et tout ça. Ouais, c'est ça. Donc, je trouve que il y a moins de sens à ce que tu fais. J'avais plus envie d'aider des plus petites entreprises. Des PME. Ben oui. Et je me suis dit, ce que je fais là, peu importe ce que je fais dans ma vie plus tard, ça va me servir. Si jamais un jour je veux tout plaquer et lancer un café, je sais comment aller chercher des opportunités sur Google Ads. Je sais comment créer du contenu. Oui, exact. Comment développer ma business en ligne autre que le point physique, quoi. Donc, je me suis dit, ça peut que être un accélérateur pour l'avenir. Et au final, j'ai vraiment aimé ça. J'ai travaillé dans une première agence. En plus, à l'époque, c'était quand même les débuts. Tu sais, genre, on rajoutait des mots-clés avec des fautes d'orthographe. Donc, il fallait penser, genre, ton mot-clé, c'était chat. Il fallait l'écrire avec 2 A, avec un S, avec... Pas parce que les gens, justement, ils se trompent, puis... en fait, parce que l'algorithme, si tu t'incluais pas les fautes d'orthographe, t'apparaissais pas dans le moteur de recherche. Donc, tu sais, il y avait plein de trucs à changer. Enfin, après, des fois, t'apparaissais, mais il fallait quand même que tu penses à les ajouter pour pas manquer des opportunités. Alors que maintenant, si mon mot-clé, c'est chat, je peux apparaître sur félin, tu vois, n'importe quoi. Donc c'était hyper granulaire, en fait. Et c'était quand même un peu, des fois, fastidieux, mais d'un autre côté, j'ai énormément appris. J'ai bien aimé ça. Et puis c'est ça, j'ai évolué là-dedans. Et comme je te disais, j'ai toujours été en agence, de la gestion de campagne à la stratégie, à la gestion d'équipe. Et puis là, cette année, je me suis dit, c'est bon, je me lance. Je suis devenue maman aussi. Félicitations. Il y a 2 ans. Mais c'est ça, j'appréhendais un petit peu le retour en agence après le congé maternité parce que je m'étais dit, tu sais, les agences, ça va très, très
très vite. Faut être hyper flexible. Puis en même temps, j'avais pas envie d'être épuisée le soir. J'avais pas envie des fois faire des heures sup, etc. le soir. Donc, je me suis dit, le meilleur moyen de tester, de voir, d'adapter vraiment mon emploi du temps en fonction de ma réalité, c'est de travailler à mon compte. De se lancer en affaires, de partir ton entreprise. Ouais, et puis je travaille pas moins. Honnêtement, je fais la même charge de travail, voire même peut-être plus des fois, mais juste, je trouve que je travaille mieux. Je suis plus efficace aussi parce que je travaille vraiment à des heures stratégiques. Donc, tu as moins d'épuisement peut-être mental? Ouais, exact. Tu sais, justement, c'est ça, je travaille plus le matin parce que moi, je sais que c'est mon heure, ma golden hour, où je suis hyper efficace. De quelle heure à quelle heure, je suis curieux? C'est plus de 8h, je dirais, à 11h30. C'est quand même beaucoup. Je sais que normalement, tu as des pics plus courts. Mais moi, des fois, je suis tellement concentrée dans mes choses que mon chum, il me parle, je l'entends pas. Je suis dans ma chaise et des fois, je suis genre, mince, il faut que j'aille boire. Ça fait 2 heures que je suis sur mon siège, tellement je suis concentrée. Donc ouais. Okay. Mais tu vois, ça, justement, en agence, ou même dans n'importe quelle entreprise, tu dois faire 8 heures à ton bureau. Ben oui. Mais moi, au final, je suis efficace vraiment 4 heures sur les 8. Ton corps humain, il répond différemment. On n'est pas des robots. À chaque heure, on est à le même niveau d'énergie, c'est sûr. Exact. Puis en fait, c'est comme je me suis brûlée toute la matinée, quoi. Le reste de l'après-midi, je dois faire des tâches un peu plus chill. Peut-être t'entraîner, faire faire d'autres choses, bien manger. C'est des trucs qui nécessitent moins de concentration. T'es comme peut-être plus des suivis ou des fois, ou moins de meetings parce que je suis moins, je suis moins là, quoi. Je suis plus fatiguée, quoi, de ma matinée. Donc, ça, c'est des choses que j'ai appris maintenant à mon compte. C'est ça, j'ai appris que j'étais peut-être... et d'ailleurs, je l'avais déjà entendu, peut-être que faudrait pas que tu fasses du 40 heures parce que c'est ça, moi, mon pic, c'est vraiment à 8 heures et le reste, après, ça me frustre parce que j'ai l'impression d'être comme en présentiel, faire acte de présence, mais je suis brûlée, quoi. Puis quand tu fais ça pendant des mois, des années, à force, j'avais épuisé mon jus, quoi. Est-ce que tu as des moments, justement, que tu es capable d'aller te ressourcer, de faire autre chose, de briser un peu ta routine? Qu'est-ce que tu fais dans ta vie pour faire ça? Exact, comme je te disais juste avant, je fais du sport. J'aime beaucoup ça. Je marche aussi beaucoup. Et c'est hyper important de prendre des pauses parce que j'ai remarqué beaucoup que j'ai eu tendance à m'épuiser à cause du travail parce que c'est ça, en agence, tu as 10 000 projets. Quand tu es à ton compte aussi, mais au moins tu as plus de contrôle. Tu sais, j'ai plus... je commence à se faire. Tu peux plus dire, là, j'atteins ma capacité maximum, puis si je la dépasse, c'est ça. Ma santé mentale va en prendre un coup. Et voilà. Tu peux te choisir. Et donc, c'est ça, j'adapte mon emploi du temps, justement, les périodes où je suis un petit peu... c'est ça, genre moi, par exemple, après le lunch, c'est vraiment la période où je suis pas du tout efficace. Donc, je vais au sport, je me vide la tête, ça me redonne un regain d'énergie. Et après, je rentre travailler, je vais chercher mon enfant, je décroche complet parce qu'il a 2 ans, donc c'est niveau stimulation cérébrale, c'est beaucoup moins intense. Et après, une fois qu'il est couché, je retravaille un peu. Et tu vois, avant, je détestais travailler à ce moment-là parce que j'avais l'impression que finalement, je me pénalisais. Je faisais des heures sup, que j'avais pas fini ma journée, que c'était comme un échec un peu pour moi. Alors que maintenant, je suis comme, OK, ça y est, il dort, j'ai du temps, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire ça. Je me rappelle que j'ai oublié de faire ça ou j'avais ça à faire pour le travail. Je vais m'avancer là-dessus. Ça me fait plaisir maintenant. Et donc, tu vois, c'est comme ça. Au final, je fais le même nombre d'heures, mais c'est pas du tout réparti pareil dans la journée. C'est vraiment réparti selon les heures où je me sens le plus enlignée avec comment je veux travailler, quoi. Mais je pense qu'on voit les heures différemment quand on est à notre compte versus quand on travaille pour une entreprise. Parce que 100% de nos efforts sont reliés à 100% de nos revenus. C'est vrai aussi. Mais il faut faire attention à ça parce qu'on a tendance peut-être à trop pousser la machine des fois. Puis à dire oui à toutes les opportunités, oui. Mais à un moment donné, pour une rentrée d'argent à court terme, peut-être, mais long terme, je pense que mentalement, c'est pas viable. Exactement. Puis c'est vrai que moi, c'est quelque chose que j'ai réalisé. En vrai, j'ai jamais voulu faire ça pour l'argent. J'ai toujours voulu faire ça pour moi parce que j'en connais des personnes qui vont prendre pas mal de mandats, faire peut-être 50 heures par semaine et à la fin, ils sont super contents, ils ont fait un bon chiffre d'affaires et c'est tout à fait correct. S'ils sont heureux avec ça, tant mieux. Mais moi, je m'étais toujours dit non, en fait, ce que je veux, c'est vraiment mon équilibre et justement pouvoir aller au sport sans me dire attends, mais
j'ai un client qui m'a payé, là, qui attend des choses de moi et enfin, tu sais, je peux pas aller au sport, je me sentirais donc pas à l'aise avec ça. Donc là, maintenant, j'arrange vraiment mes heures en fonction de... permet de dire non, j'imagine? Ouais, complètement. Ouais. Chose que je pouvais pas faire justement avant en agence, je pouvais pas dire, ben non, là, ça me tente pas de travailler avec lui, là. Ouais, c'est ça. Exact. Mais même si en soi, il n'y a pas de mandat avec qui ne me font pas envie, en vrai, tous les mandats sont cool. Mais c'est juste, moi, je respecte ma capacité. C'est vrai. Et c'est ça le plus important pour moi, quoi. C'est intéressant. J'aimerais te poser une question au niveau des ads. Il y a plusieurs plateformes, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube. Quand un client t'approche pour faire une campagne publicitaire, vers quelle plateforme tu vas l'enligner le plus, disons? C'est souvent au cas par cas, parce que ça dépend déjà de ton objectif, de ton industrie surtout. Par exemple, si tu es en B2B, le mieux, c'est d'aller sur LinkedIn ou sur Google. C'est les plateformes de base. Après, Meta peut aussi s'y prêter, des fois Twitter ou autre. Mais souvent, ça va être ça en B2B. En B2C, c'est plus Meta, donc Facebook, Instagram et Google. Mais encore là, ça dépend de ton objectif et de ton industrie. Si par exemple, tu es en e-commerce, les réseaux sociaux, c'est quand même assez important, même si Google Ads, c'est plus là que ça va te générer des ventes et un meilleur retour sur investissement. Quoique récemment, j'ai un client qui est en e-commerce et j'ai des meilleurs résultats avec Facebook qu'avec Google, par exemple. Tu vois, Ouais, donc ça dépend, c'est ça, de tes objectifs, de ce que tu as en main. J'ai un client ce client-là, tu vois, il est très dans l'humour. C'est un client qui me laisse libre cours à mon imagination, à ma créativité. Et ça fonctionne, c'est sur les réseaux sociaux, alors que sur Google, c'est plus du texte, donc ça va un peu moins bien performer. Mais donc c'est ça, c'est beaucoup lié à tes objectifs. Puis forcément, si tu veux de la notoriété, c'est plus sur les réseaux sociaux que ça se passe. Alors que si tu veux vraiment de la conversion directe, des leads ou des achats, généralement, c'est plus sur Google Ads que ça se fait. Intéressant. Comment tu jumelles le contenu organique avec le contenu payant? Alors, c'est une très bonne question. Moi, de plus en plus, et c'est pour ça, tu vois, que je dis que je fais de la création de contenu, etc., c'est parce que j'essaye d'entremêler les deux. Parce qu'en fait, je trouve que c'est trop séparé. Ou souvent, tu sais, il y a comme une marque qui a, tu sais, son contenu publicitaire et son contenu organique, et des fois, les deux n'ont rien à voir. Je trouve que c'est un peu bizarre. Tu sais, des fois, je vais cliquer sur une pub et je me rends sur le Instagram de la... C'est pas le même genre de contenu. Exact. Des fois, tu sais, c'est ce qui peut être correct, mais je trouve que c'est dommage parce que des fois, tu cumules l'engagement. T'as une publicité qui pogne, mais elle se retrouve pas sur ton compte Instagram. Donc, j'aime bien essayer de mêler les deux. Et puis, sinon, vraiment, ça travaille ensemble. Enfin, tu vois, il y a des choses... beaucoup de clients, souvent, ils font cette erreur-là de miser tous leurs œufs dans le même panier, de mettre tous leurs œufs dans le même panier. Tu sais, des fois, ils viennent il faut que j'ai des leads en publicité et tout. Mais attends, t'oublies qu'il faut que tu aies toute ta création de contenu derrière. Des fois, c'est ton image de marque, ton site web. Et ça, c'est de l'organique, tu vois. Mais c'est vraiment lié. Ta publicité, c'est comme... j'avais fait un post LinkedIn justement là-dessus. C'est comme un rayon d'une roue, tu vois. C'est un rayon d'une roue, mais la roue, pour qu'elle tienne et pour qu'elle avance, il faut un site web qui a de l'allure. Il faut que c'est ça, un branding. Il faut que tu aies du contenu, une infolettre. Il faut que tu réfléchisses à ton cycle de clientèle, etc. Enfin, la valeur de ton client. Donc, c'est ça. C'est jamais quelque chose que tu vas isoler du reste. C'est pour ça que j'essaye de toucher un petit peu à tous ces niveaux-là, parce que pour moi, je trouve que ça donne des stratégies qui sont beaucoup plus efficaces, plus gagnantes que juste quand je travaille toute seule sur mon Google Ads à mettre en pause des mots-clés, tu vois. Oui, clairement. C'est ça. Fait que c'est un assemblage de toutes ces parties-là, justement, pour mettre une image de marque forte. Fait que oui, le branding, la création de contenu, photos, vidéos, le site web. Je sais que tu n'es pas exactement précisément dans cette niche-là, mais les sites web en 2025, on va se placer, on est bientôt en 2025. C'est-tu encore pertinent? Oui, vraiment. Mais tu vois, ça, c'est un truc... J'ai travaillé en agence, j'ai travaillé avec des développeurs. Et ça, un truc qui me gêne, c'est que je ne comprends pas pourquoi les développeurs n'ont pas de compétences en SEO, ou très peu. Non?
Ouais, bah souvent... Pourtant, c'est main à la main. Là, ouais, c'est rare les gens les développeurs qui ont des compétences. Et j'espère ne vexer personne, mais moi, en tout cas, pour ceux que j'ai croisés sur ma route, c'est rare qu'ils aient des compétences en SEO. Et donc, ça fait que souvent, le site web est beau, mais il n'est pas vraiment fonctionnel. Donc, une fois, c'est difficile de le référencer sur la plateforme. Par exemple, un truc tout bête, si ton site il a des images trop lourdes, ben, la vitesse de chargement sur mobile, elle est catastrophique et Google, il va te pénaliser pour ça et ça va faire qu'il ne va pas apparaître. Donc, tu vois, pour moi, en 2025, mais ce n'est pas nouveau, ton site web, il faut le penser d'abord au format mobile. Et tous les développeurs, la plupart, tous... une grande partie de ceux que j'ai croisés, même moi, des fois, quand je joue avec un template WordPress ou quoi, l'erreur que je fais, c'est que je suis sur le format ordinateur. Ben oui, qui est magnifique, qui est parfait. Oui, c'est ça. Et après, tu regardes la version mobile et tu te dis, oh mon Dieu, c'est pas ça du tout au final. Donc, c'est pas adapté, non. C'est ça, c'est le gros, c'est intéressant. C'est le gros point qui est encore hyper pertinent en 2025 et sur lequel on n'est pas au point. Ben, j'imagine une entreprise justement qui crée un nouveau site web, puis un client va faire une recherche rapide avec son cellulaire, il pense à quelque chose, j'ai besoin d'un service, parfait, il va checker des premiers sites web qui vont sortir, mais c'est avec son cellulaire. Pourquoi il va-tu prendre le temps de sortir son laptop pour faire la recherche? Sur les réseaux sociaux. Ben voilà, les réseaux sociaux, c'est consommé sur notre cellulaire principalement, là. Fait que tu sais, comme tu fais un lien, si tu veux faire le premier, avoir une première impression de départ, ben mets tes chances de côté. Fait que oui, la version mobile, je vais pas penser à ça, mais c'est vrai. Exact. Puis souvent, c'est ça. Moi, je pense pas qu'on ait forcément besoin, à moins que tu sois une grosse compagnie e-commerce. Mais si, par exemple, tu veux juste récolter des formulaires, récolter des leads, des prises de rendez-vous, tu n'as pas besoin d'un site web hyper complexe. Des fois, tu peux presque le faire toi-même si vraiment tu as un budget limité. Hein. C'est vrai que tu peux avoir un truc beaucoup plus joli, quali, avec des développeurs. Donc, encore là, pareil, je veux vexer personne. Mais mettons, on prend quelqu'un qui démarre. Mettons, moi, tu vois, je ne me suis pas créé de site web. Mais si demain, je veux me créer un site web, et d'ailleurs, j'y pense, mais je sais que à date, j'y arrive sans. Donc, comme quoi, ce n'est pas obligatoire. Mais si demain je veux me créer un site web, clairement je vais le faire moi-même. Je vais pas mettre $5,000 là-dedans ou plus. C'est ça le minimum. Je vais plutôt essayer de le créer moi-même, de voir. Je pense que c'est pas justifié si t'as pas les... En tout cas, quand on se lance dans nos premières années, mais moi, évidemment, les premiers steps, ça a été de bâtir avec Wix, qui est une belle plateforme, c'est correct. Puis tu l'as fait toi-même? Oui, je l'ai fait moi-même. J'ai utilisé un template. C'est le fun parce que c'est intéressant parce que quand tu n'as pas baigné là-dedans, ben, tu apprends un peu les fonctionnalités du site web, justement, à adapter la version mobile, faire des agencements, des corrections, des modifications. Fait que c'est juste bon au niveau de tes connaissances générales d'apprendre ça, au moins la base. Aussi, ouais. Puis sinon, maintenant, actuellement, je suis en train de faire un revamp de mon site web avec un développeur sur WordPress pour upgrader un peu ma qualité. Mais je l'ai délégué parce que ça ne me tentait pas de le faire. Puis, exact. Mais pour quelqu'un qui a un petit budget, commence avec ça, vois un peu l'implication que ça a. Puis si plus tard ça tente, investis là-dedans. Mais tu as tellement d'autres choses, tu sais. Notamment le marketing, là, mais la recherche, faire la vente et tout ça, c'est important. Là, oui, en fait, et puis le marketing, ça peut coûter très cher aussi, pour des fois des entreprises, des petits entrepreneurs pour qui ça fait une grosse différence. Ça peut, c'est une dépense qu'ils ne peuvent pas se permettre. Tu vois, par exemple, moi, je trouve que de plus en plus, pour avoir travaillé en agence, il y a des petites entreprises qui payent des honoraires un peu exorbitantes alors qu'ils devraient essayer de le faire eux-mêmes ou alors de faire appel à un consultant ou c'est ça, de se former eux-mêmes parce que ça leur ferait tellement économiser des coûts, surtout si t'es solopreneur ou... C'est parce qu'ils connaissent le produit à une certaine base ou ils connaissent un peu mieux le processus d'enregistrer, de faire le montage, de publier le contenu. Si tu connais un petit peu ces bases-là, ben, tu vas savoir si ça fait du sens que tu payes ou un peu mieux, tu sais. Puis là, si tu as différents devis, mais non, 100%, tu sais, n'importe qui que je conseille qui veut se lancer en affaires, ben, prends ton cellulaire, achète-toi un ring light, un petit micro DJI, commence à filmer, fais-toi un petit beau... t'as un coin là, chez vous, je suis sûr, là, dans ton bureau, commence à filmer, puis storytelling, tu sais, compte ce qui se passe dans ta journée, des bons coups, les mauvais coups, même un endroit qui est sous-coté, là, mais filmer dans sa voiture. D'habitude, il y a un bon audio, c'est bien scénarisé, il y a un bon éclairage. Puis ça fait une petite pause aussi, une coupure mentale de ta journée, de sortir ton cellulaire, puis tu sais. Fait que il y a plein de trucs, là, mais ça, c'est comme
commencez avec ça, commencez à formuler des phrases complètes. Petite parenthèse, la première fois que j'ai filmé ma vidéo TikTok, je pense en 2020 justement, sur ma page de podcast, puis ça m'a pris une 20aine de fois pour faire une phrase, right? Fait que, ouais. Je vois très bien. Mais c'est normal, puis là, t'es, merde, putain, faut que je me refasse à chaque fois. Mais ouais, c'est de la pratique, puis après, c'est comme, tu sais, des podcasts, on en a fait beaucoup, des capsules aussi, c'est hyper naturel, là. C'est comme n'importe quoi, quand on commence à faire du vélo, on tombe une couple de fois, puis après, on est capable de pédaler le vélo tout seul, right? Exact. Mais ouais, c'est ça. Je trouve que c'est pareil. Ouais. C'est dommage de... Je pense que déléguer, tu peux le faire rendu à une deuxième étape quand tu commences à te développer et que là, tu es capable vraiment d'identifier, OK, bah, tu sais, Google Ads, mettons, ça m'a ramené des opportunités. Peut-être que je devrais le confier à quelqu'un pour que ça aille encore plus loin parce que je peux me le permettre déjà financièrement. Et en plus, je vois les opportunités, je les ai vues moi-même. T'sais. Je vais te partager un point par rapport aux ads. C'est vraiment intéressant. Puis Wavency sont spécialisés aussi dans les Facebook, Google Ads. Ouais. Puis ils me partagent un point dans le sens que il y a un client que les ads sont hyper performantes, qui ont beaucoup de leads, beaucoup de clients à travers les ads. Après un certain temps, ils vont, malgré ça, l'entrée d'argent, ils vont arrêter de payer les ads. Ouais. C'est un non-sens. Ils ont beaucoup plus de clients par rapport à ça directement aux ads, mais ils coupent le budget. J'essaie de comment je suis comme, tu sais, GM, pourquoi, tu sais, right? Est-ce que tu as déjà vécu un peu des situations? Ouais. Mais explique-moi, moi, c'est un non-sens. Déjà, souvent, quand il y a des coupures budgétaires, c'est souvent le marketing qui prend en premier. Qui part en premier, ouais. Okay. Et en fait, ces gens-là, ils font une grosse erreur parce qu'ils se reposent un peu sur leurs acquis, au final. Sauf que, question, pourquoi, tous les ans, Coca-Cola fait toujours de la pub à la télé? Parce que le but, c'est de rester top of mind. C'est toujours de rester montrer que, tu sais, c'est le numéro 1, c'est le meilleur soda au monde, là, tu vois. Ouais. C'est ça. Si demain, ils arrêtent, Pepsi, il va le prendre, le poste. C'est ça, Pepsi, tu sais, ils font leur halftime show du Super Bowl à chaque année, tu sais. Ils ont chacun leur... S'ils arrêtent, c'est Coca qui va se mettre là, tu sais. Et après, bah, tu sais, les parts de Pepsi, elles vont chuter. Donc, c'est ça, une grosse erreur en marketing en général, c'est que beaucoup de gens, ils se reposent sur leurs acquis. Ça m'arrive aussi de voir « Ah, mais nous, ça fait 3 ans qu'on fait ça, ça marche très bien, on continue. » Mais non, parce qu'on le voit, tu sais, ChatGPT, en 2 mois, ils ont gagné genre 4 milliards d'utilisateurs, tu sais. Là, Google, ils sont en train de trembler parce qu'ils ont sorti SearchGPT. Tu sais, donc Google, c'est pareil, tu vois, ça fait des années et des années qu'ils sont numéro 1. J'ai pas de boule de cristal, mais je pense que pour 2025, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Je ne sais pas quoi, mais je pense que le search, ça va être changé. Donc, imagine, ça fait 4 ans que tu es en search, 8 ans que tu fais du search. Ben, l'année prochaine, prépare-toi à être agile parce que garde-toi un budget de backup, explore des trucs en attendant, tu sais, parce que ça peut changer. Et aussi, la grosse erreur, c'est de ne pas croire en le fait de se faire connaître. Il y a beaucoup de gens, c'est ce que je te disais, tu sais, ils misent tous les œufs en pub et ils se disent, bah, tu sais, ramène-moi des ventes. Oui, mais t'es pas connu. Personne ne te connaît. D'abord, on ne te connaît pas. Oui, c'est ça. Enfin, tu sais, tu viens de créer ta marque. Tu vas pas faire des ventes tout de suite. Disons, je mets un budget à 1 000 $, je vais avoir moins de ventes qui vaut 1 000 $. Tu sais. Peut-être, si tu as de la chance. Mais déjà il faut de la patience parce que ça prend un machine learning. Google, il ne sait pas qui tu es, il ne sait pas ce que tu veux. Tu sais, il ne sait pas c'est quoi ton entreprise. Il a besoin de data. Même l'organique, là, aussi, dans le sens, tu mets du contenu, il ne sait pas trop à qui proposer ton contenu. Au début, Tu commences tranquillement, puis là, c'est pour ça. Là, tu gagnes des abonnés, puis l'algorithme comprend un peu mieux ton contenu. Fait que oui, ça fait sens. Exact, qui ça cible et tout ça. Ouais, donc ça prend beaucoup de patience. Et en plus, tu as besoin de te faire connaître. Parce que c'est pas parce que je vais voir ta pub une fois que je vais décider d'acheter. On est bombardé par des pubs tout le temps. Et en plus, je crois qu'en moyenne, il y avait un philosophe anglais qui avait sorti un livre là-dessus qui disait que genre en moyenne, avant que tu passes à l'action, il fallait que tu étais en contact 20 fois avec une marque avant de passer à l'achat. Puis t'as quand même plusieurs degrés, tu sais. Au début, tu vas voir la pub, tu vas même pas y prêter attention. Non. Genre, les 5 premières fois, tu prêtes même pas attention. La 6e, peut-être, t'es genre, ah ouais, ok, nice. Après, la 10e, tu vas peut-être en entendre parler de tes proches. Après, tu vas dire, jamais j'achèterais ça, en fait. Et puis après, tu vois qu'il y a d'autres gens qui commencent à l'acheter, ça commence à devenir trendy, et là, t'achètes, tu sais.
Meilleur exemple, pendant la pandémie, j'utilisais pas TikTok, puis je disais, hey, c'est niaiseux qui utilisent TikTok, je perds de temps et tout ça. Maintenant, je publie du contenu, puis je perds mon temps aussi sur cette plateforme-là. Mais ouais, tu sais, c'est comme... Puis tout le monde est là-dessus, fait qu'il faut... Comme ça revient à l'utilisation de ChatGPT, mais c'est ça, c'est de la pratique, puis d'entraîner son audience, là, je pense. Ouais, vraiment. Donc, en gros, patience, pas se reposer sur ses acquis, et puis ne pas sous-estimer le pouvoir de la notoriété. Sinon, c'est ça, Coca-Cola, ils économiseraient de l'argent à plus faire de pub à la télé, quoi. Un autre point pour faire rayonner ton service. Il y a des gens qui vont faire affaire, disons, avec toi, qui vont travailler pendant 3-4 mois. Une campagne plus hyper performante ou plusieurs campagnes hyper performantes, ils vont arrêter de tes services puis ils vont essayer de copier le template. Ils vont le réessayer. Ça ne sera pas aussi performant ou presque tu vas avoir des résultats niettes. Puis là, ils vont venir vers toi. Les gens, ils s'essayent peut-être. Ouais, c'est vrai, ça peut marcher un certain temps. OK, mais un certain temps, c'est ça. Oui, tu vois, c'est ça, tu as une formule gagnante. On reprend l'exemple de Google, tu vois. Google, ils sont numéro 1 depuis X années, je ne sais plus combien de temps. Mais là, ça va changer avec SearchGPT, le SEO sur TikTok. De plus en plus de jeunes générations, ils font des recherches sur les réseaux sociaux. Donc voilà, en fait, tu peux jamais rester on top. La courbe, elle est toujours comme ça. Au bout d'un moment, elle va finir par redescendre. Donc quand c'est ça, soit tu t'ajustes, tu corriges le tir et hop, tu fais en sorte que la croissance, elle continue ou elle se stabilise. Soit tu changes rien et ça finit par tomber. Donc c'est ça, oui, sûrement qu'il y a des clients qui se disent peut-être que le client que tu mentionnais, il a dû se dire c'est bon, je vais le faire, ça marche, ça va marcher un temps, mais au bout d'un moment, jusqu'à temps que ça marche plus. Exact, ça se peut qu'il y ait un changement d'algorithme, un nouveau compétiteur qui grappille toutes les parts de marché, qui pique toute la clientèle, et dans ce cas-là, tu fais quoi? Ou des fois, c'est juste une fatigue publicitaire. Parce que c'est ça, quand tu veux générer de la conversion, justement, il faut souvent ou juste rester top of mind, comme on dit, rester dans la tête des gens, il faut que tu aies de la répétition. Mais au bout d'un moment, tu vas avoir, si ta pub, ça fait 6 mois qu'elle roule, tu vas avoir l'effet contraire. Les gens, ils vont se dire, mais j'en ai marre, cette pub, elle me placarde, elle est placardée sur mon fil, je veux pas acheter. Donc, ça va juste faire l'effet contraire c'est comme ça que tes performances, elles finissent par chuter. Ouais, exact. Ce serait quoi les erreurs les plus communes que tu vois dans des Facebook Ads, précisément? C'est intéressant ça. Je dirais que des fois, chose toute bête, le message, ce que tu attends de la personne, c'est pas clair. Des fois, il faut vraiment partir du principe que la personne, faut lui dire ce que tu veux. Est-ce que tu veux que je m'inscrive à l'infolettre? Est-ce que tu veux que j'achète ton produit? Est-ce que tu veux que je découvre ta marque? Il faut vraiment que le message soit clair. Des fois, il y a des pubs, il n'y a comme pas de contexte. Tu as le produit, mais tu sais pas si c'est une pub de lunettes, c'est un chandail. Oh mon Dieu. Ouais, des fois, à ce point-là? Oui, des fois. Moi, en plus, je le vois parce que... il faut vraiment... D'où l'importance d'étudier sa cible à fond. Et ta cible, c'est pas juste les gens à Montréal entre 35 et 45 ans. Non, il faut vraiment que tu aies un persona hyper détaillé de manière à ce que tu adaptes ta publicité vraiment pour lui parler à lui, à ce persona-là. Et comme ça, quand cette pub va passer dans le fil de ton persona, là, il va se reconnaître et ça va lui parler et il va comprendre, tu vois. Donc, bien souvent, c'est hyper important. Puis encore plus maintenant, avec l'IA, elle est capable de comprendre un petit peu c'est quoi le contenu de ta pub et de le matcher auprès des bonnes personnes. Donc, des fois, moi, je vois des pubs, puis genre, là... c'est pas du tout supposé être dans mon fil, tu sais, genre par exemple, je sais plus, il y a pas longtemps, j'avais des pubs pour des colliers de chiens, mais j'ai un chat. Donc tu sais, j'étais comme, il y a un problème. Il y a un problème là, carrément, ils ont mal ciblé là. Soit ils se sont ils ont dit animal de compagnie. Je sais pas. Mais c'est vrai. Ouais, ou des fois, tu sais, tu vois des pubs avec une personne âgée et ça tombe dans mon fil. Je m'identifie pas du tout. Tu sais, ou si des fois c'est genre pour une assurance vie ou quoi, peut-être, tu sais, mais encore là je m'identifie pas parce que je suis pas là, tu sais, ça ferait plus de sens d'avoir une personne trentenaire avec ses enfants par exemple, des jeunes enfants,
tu vois, là, ça me parle parce que c'est moi. Et là, tu vois, je me reconnais, je m'identifie. Et donc là, si tu me dis, t'as pensé à ton assurance vie pour l'avenir de tes jeunes enfants. Voilà. On a tendance à pas y penser quand on est jeune, on se sent à l'abri. Et en fin de compte, c'est là qu'il faut prendre action. Ouais. Bah, là, je m'identifie beaucoup plus et c'est comme ça que je suis capable de convertir, tu vois. Tellement un bon... t'as tellement touché un bon sujet en ce moment, l'assurance vie. C'est quelque chose qui est apparu dans un de mes derniers soupers de famille avec mes parents. Ah oui? Il parlait de ça, j'étais comme, c'est quoi une assurance vie? Ouais. C'est quoi? T'sais? C'est comme, ok, c'est ça. Fait que, puis il me dit, ouais, si tu prends ça jeune, ben, ça va coûter beaucoup moins cher. Exact. Puis t'accumules plus. Là. Fait que je suis comme, ok, ben, je vais aller faire ma recherche, je vais aller voir un conseiller en sécurité financière. Puis il m'a dit, parfait, ben, voici les offres qu'on a. Je suis comme, Caroline, t'as-tu d'autres assurances? Ben, mais quand t'as un travailleur autonome, un autre assurance et validité, je savais pas. Si je tombe malade, c'est mon problème, là, si je suis pas backé. Right? Exact. Mais c'est toutes des connaissances qu'on ne sait pas. Fait que, oui, les publicités, mais faire de l'éducation par rapport à ça, c'est intéressant. Puis, pour revenir au point de la pub, justement, je pense peut-être que les gens, ils comprennent déjà les bienfaits de faire des ads. Fait qu'ils vont s'essayer. Fait qu'ils vont faire une campagne publicitaire sans... Bon, ils vont cibler tout. Ben, c'est qui mes clients? Ben, moi, je vais maxer. Je vais dire tout le monde au Québec, tu sais. Ouais. Right? Ben là, tu sais, logiquement, je vais aller cibler tout le monde. Mais là, c'est gros, là. Puis, tu sais, c'est gros, tout le Québec sur Meta. Puis, si tu as un budget de 500 pièces, tu ouvres la fenêtre, jettes tes 500 pièces, c'est pareil. À ce point-là, tu sais, oui, il faut être réaliste. Soit tu as un budget... Moi, c'est la première chose que je fais. C'est un vrai budget réaliste, c'est ça. C'est ça. C'est la première chose que je fais avec mon client. C'est qui ta cible? C'est quoi ton budget? Si tu me dis, j'ai 500 pièces, je cible le Québec au complet, là, il faut que tu fasses un choix. Soit tu augmentes ton budget pour couvrir un maximum ton audience, soit tu réduis ton audience. Ça marche pas. Sinon, l'algorithme, il va juste être où est-ce que je vais? T'es mieux de commencer restreint. Et justement, avec un de mes clients, c'est ça que j'ai fait. Il voulait cibler le Québec au complet. Je lui ai dit, tu sais quoi, t'es une marque de Québec, la ville de Québec. Okay. Viens, on se fait connaître à Québec, déjà. Comme ça, en plus, l'algorithme, on rentre complètement dans son budget. Et en plus, l'algorithme, il va acquérir plein de compétences, plein de connaissances. Se dire, OK, les gens de Québec qui achètent chez lui, ils ont à peu près tel âge, tels intérêts. Je vois que ça marche bien auprès de telle ou telle audience. Et une fois que tu élargis, après un certain nombre de mois, un certain apprentissage, là, une fois qu'il va être au Québec au complet, il va prendre les apprentissages de la ville de Québec et les appliquer à la province, tu vois. Oui. Donc comme ça, il va viser plus juste. Ça va comme l'entraîner pour s'élargir. Mais bien sûr, il faut que tu adaptes ton budget aussi. Tu ne peux pas rester avec le même budget de Québec jusqu'à la ville la province au complet. T'sais. Donc, ce serait d'augmenter à quelle fréquence ton budget? Si tu restes dans la même... Moi, je m'adapte toujours. Ouais. Ce que je fais, c'est une étude de la portée potentielle. Okay. Je regarde un petit peu, si ta cible, c'est Montréal, les femmes de 35 à 45 ans qui ont tel intérêt ou qui ont des enfants, ça représente combien de personnes à peu près? Okay. Et là, tu vois, généralement, surtout sur Meta, on paye toutes les 1000 impressions. Mettons que c'est $5 pour 1000 impressions. Tu dis, je devrais, pour couvrir toute cette audience, je devrais avoir, tu fais une règle de 3 et ça me donne mon budget max. Souvent, tu n'es pas obligé d'atteindre le max, mais au moins, tu vois, tu essayes de t'en rapprocher le plus possible. Peut-être que ton max, ce serait 1500. Si tu as 500 versus 1500, bon, ça va, pas pire, tu sais. Mais si tu as 500 alors que ton budget recommandé pour couvrir tout, ça serait 10 000 minimum, là, ça marche pas. Il faudrait que tu réduises. Donc, en gros, c'est comme ça que je fais. C'est ça le budget. Puis, c'est ça. Si tu élargis ton audience, si tu veux ajouter plus de campagnes aussi, parce que des fois, tu peux avoir une campagne pour avoir des clics, une campagne pour des conversions, une campagne pour de la notoriété, là, il faut que tu aies un budget conséquent pour ces 3 campagnes-là. Parce que sinon, tu vas juste tirer un petit peu des balles partout puis ça va pas marcher. T'sais. Ça sera pas efficace, dans le fond. Ça sera pas une publicité efficace. Exactement. Parle-moi un petit peu plus de ton entreprise. Comment tu la vois évoluer dans les 3 prochaines années? C'est une super bonne question, je t'avoue. Moi, je me suis lancée. Je suis un peu quelqu'un comme ça. Je pense que je te l'avais dit au téléphone quand on s'est rencontrés. Ouais. Moi, je suis quelqu'un, avec mon chum, viens, on va magasiner les autos. On repart avec les clés de l'auto. Viens, on va visiter les appartements.
Viens, on va au salon, là, récemment, on va au salon des animaux de compagnie. OK. Ben, on est sur liste d'attente pour adopter un petit chien. Let's go. Ah, mais tu vois, la publicité était peut-être préventive. Donner l'idée. Non. C'est ça. Sûrement que ça fait un moment que je suis bombardée de pubs de petits chiens. C'est peut-être le collier que je recevais qui m'a cogité tout ce temps. Trop bon. Comme quoi, ça prend du temps. Ouais. Mais tu vois, c'est ça. Moi, je me suis lancée à mon compte vraiment en mode on va voir. Je pensais pas que ça allait si bien marcher. Honnêtement, je pensais que j'allais avoir plus de mal. J'avais des économies et je pensais que j'allais devoir plus épuiser mes économies. Au final, ça va très bien. Là, j'en suis à un stade où je vois ce que j'aime faire, ce que j'ai plus envie de faire. Et en fait, c'est vraiment depuis là que je me rends compte ce qui ne me convenait pas quand je travaillais en agence. Tu vois, ce que je t'ai mentionné, d'être dans ma case et tout. Ouais. Ça, c'est des choses que j'ai réalisées il n'y a pas longtemps. Donc, comment je vois le développer? J'aimerais développer vraiment plus mes compétences en SEO, justement, des choses que j'ai moins eu l'occasion d'explorer, ce que je fais déjà, en création de contenu aussi. Donc, j'aimerais vraiment être un petit couteau suisse et j'aimerais plus me rapprocher de petites entreprises qui n'ont pas les moyens de faire appel à une agence 360. Et moi, je me vois, justement, c'est ce que je dis avec mes clients, c'est que moi, on travaille en collaboration. Ensemble. Moi, je suis l'expert des plateformes. Toi, tu es l'expert de ta business. Mon rôle, je t'apporte des prospects, tu les convertis et on se parle pour voir les prospects que je t'ai amenés. On essaye de comprendre d'où est-ce qu'ils viennent, qu'est-ce que tu penses qui a marché. J'aime bien aussi de plus en plus parler de la rétention. J'ai une cliente, justement, c'est une clinique. Je lui ai dit, maintenant que tes clients, tu les as fait venir chez toi une fois, on va faire en sorte qu'ils reviennent. Comment est-ce qu'on fait? C'est de manière à ce que, même si tu as payé $50 un client, ce qui peut être cher, ou des fois c'est $100 un client, ça dépend du prix de ton service. Mais si le client, il revient 5 fois, là, tu es hyper rentable. Ton retour sur l'investissement est vraiment impressionnant. Donc c'est ça que j'ai envie de développer. Donc, je te dirais, je travaille encore pas mal avec des agences. J'aime ça parce que je continue d'apprendre. Mais j'aimerais m'en détacher pour travailler plus avec des entreprises où là, j'ai vraiment l'impression que ça ait du sens. D'avoir un impact aussi. Ouais, c'est ça. Mais justement, tu vois, la cliente, j'ai vraiment l'impression, tu vois, que quand je fais des petites affaires, que ça change vraiment la donne. Tu vois, genre là, elle m'a dit, là, tu sais, je vois vraiment mon calendrier de rendez-vous qui se remplit et tu vois ça, tu te dis, mais waouh, ce que je fais, c'est hyper utile et j'aime vraiment ça. Des résultats concrets. Vraiment. Exactement. Et sinon, le côté formation, j'aime beaucoup ça. J'en donne de plus en plus, des conférences. Aussi, tu sais, le fait de faire un podcast, c'était mon objectif 2025. Finalement, on est en décembre, j'ai réussi. C'est génial. On va en faire d'autres. Tu vas en faire d'autres, c'est sûr, dans d'autres podcasts, c'est clair. Donc ouais, c'est ça. J'aimerais plus parler de mon métier. Je trouve aussi que c'est vrai que c'est pas beaucoup... c'est pas quelque chose qui est très féminin. Non, c'est vrai. Donc, j'aime bien en parler. Aussi, je trouve que dans mon métier, des fois, c'est trop séparé, genre l'aspect chiffres. Il y en a qui se spécialisent vraiment en data, chiffres. Et il y a d'autres personnes comme moi qui regardent un peu la data. Bon, on est obligé de s'y intéresser. Hein. Je suis beaucoup la data. Ouais, c'est quand même basé. Ouais, mais moi, je suis plus créative aussi. Tu sais, je vais plus aller dans les réseaux sociaux. Alors que je connais quelqu'un, c'est comme un petit peu mon opposé. Tu sais, il gère des campagnes comme moi, mais lui, il est spécialisé en data. Chiffré, exact. Exact. Alors que moi, je gère des campagnes comme lui, mais moi, je vais plus regarder le contenu et la pub et tout ça. Ouais. Ça reste qu'il y a une image, du moins, là, dans la campagne, une vidéo. Donc, mais les deux sont indissociables, tu vois. Mais à chaque fois, dans ce métier-là, il y a comme la partie data et la partie créa, tu vois. Puis c'est drôle que, dans le fond, j'ai reçu un commentaire récemment, quelqu'un qui me demandait as-tu une référence pour faire des ads avant qu'on se rencontre? Puis j'ai dit oui, Vinci sont excellents, fait que je te réfère Maude. Elle dit parfait, dans ce domaine-là aussi, c'est tous des requins. Ah ouais, c'est intéressant. Ouais. Fait qu'elle, évidemment, elle a vécu une expérience peut-être de merde avec quelqu'un. Mais ouais, fait que je suis comme, est-ce que c'est ce que les gens ont comme perception dans le domaine des ads, mais peut-être plus at large dans le marketing, tu sais, je sais pas. Là. Ou c'est peut-être... moi, j'aurais pensé, tu vois, que c'était par rapport aux agences. Je pense aussi où il y a des coûts parce que tu vois, c'est ça moi je pense que pour avoir travaillé en agence, des fois tu vends un service et finalement plus ça va,
plus tu te rends compte qu'avec l'apprentissage, l'expérience, tu te rends compte que c'était peut-être pas le service le plus approprié. Tu vois, par exemple, c'est ça. La personne veut se lancer en ads. Ouais. Et là, tu fais des ads. Et là, tu te dis, mais le site web, il a vraiment besoin d'être amélioré en SEO. Et là, ça aiderait les ads. Ouais. Parce que les deux travaillent ensemble, tu vois. Et là, des fois, l'agence, elle va dire, OK, il faut acheter plus d'heures, il faut prendre plus d'heures. Plutôt que de se dire... Moi, tu vois, je travaille plus comme ça. Tu sais, genre, on a comme un forfait mensuel. Et si, par exemple, ce mois-ci, c'est plus important de se concentrer sur l'optimisation de ton site... les campagnes, je vais un peu moins m'en occuper, tu vois. Ou soit les mettre en pause, soit vraiment se dire, tu sais, non, la priorité, là, pour l'instant, c'est ton site. Il faut faire en sorte que, tu sais, il soit vu par Google et qu'il apparaisse sur les moteurs de recherche, tu sais, parce que, tu sais, on peut bien payer des mots-clés, mais le jour où tu as épuisé ton budget quotidien, et si tu épuises ton budget quotidien à midi, à 13h, tu n'apparais plus sur les moteurs de recherche, quoi. Donc, faut que tu sois là en SEO, tu vois. Donc, je pense que c'est ça, des fois, qui peut paraître, qui peut donner cette image de requin. Peut-être, ouais. L'impression qu'ils veulent upseller tout le temps. C'est un bon point. Okay. Ouais, je pense que c'est ça. Enfin, moi, en tout cas, je pense que j'avais pas l'impression d'être un requin. Je comprends aussi la réalité des agences. Tu vois qu'eux, ils ont comme plusieurs stratèges et ils peuvent pas payer, genre, une personne... mais faire travailler les trois, tu vois. Ils doivent... Il y a une partie de coût là-dedans. Exact. Peut-être qu'en agence aussi, le fait, c'est un problème là, qui est vécu en agence, là, mais d'avoir une équipe. Et puis de se faire assigner justement une stratège ou quelqu'un, puis après 3 mois, une autre personne qui change parce qu'elle a quitté. Ouais, peut-être qu'il y a une perte de confiance, justement, parce que c'est comme là, je suis aussi un client important pour eux. Là, il faut réapprendre à avoir une connexion avec cette personne-là. T'as raison. Ça, c'est... T'as raison, je l'ai vraiment beaucoup vécu, ça. Ouais, c'est ça. Le fait que... Parce que, comme je te disais, ça va très vite. T'évolues très rapidement et en même temps, c'est ça, t'es vite épuisé des fois. Donc, il y a quand même un bon roulement d'employés dans les agences. C'est ça. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de clients qui sont hyper frustrés de ça. Et je peux comprendre, moi, je pense que ça se ressent dans les performances parce que, comme je te disais, il y a 2 faces à la médaille. Il y a le côté où moi, je vois ce qui se passe sur les campagnes, mais je vois pas ce qui se passe en arrière, vraiment dans la boutique, quoi. Donc, finalement, en tant que gestionnaire de campagne, il faut avoir ces 2 versions de la médaille. Et si tu changes de gestionnaire de campagne, la personne, elle part de 0, tu vois. C'est comme si tu réinitialisais ton ChatGPT. Exactement. Donc, c'est un bon point. Non, mais oui, fait que ça peut être difficile, puis c'est un challenge. Puis moi, j'ai l'objectif d'aller chercher d'autres employés, puis de bâtir ça, puis d'enlever un peu cette problématique-là le plus possible. Peut-être de repenser une structure, mais c'est la beauté quand tu te lances à ton compte, puis que tu es un solopreneur, justement... Tu as le contrôle à savoir quel nombre de clients que tu veux faire par année, puis quel genre de clients que tu veux travailler, puis tu as la relation one-on-one. Fait que ça, c'est un gros avantage là, pour vrai d'être seul. Là. Exact. Puis ça revient à ta question, où est-ce que je me vois dans 3 ans? Moi, je me vois pas bâtir une agence du tout parce que justement, j'ai vraiment envie d'avoir cette relation one-on-one avec mes clients. Ça fait du sens, Et justement, j'avais vu un post là-dessus il y a pas longtemps sur LinkedIn, je sais plus qui l'avait posté, mais c'était, tu sais, la croissance, c'est pas forcément augmenter son CA, c'est pas forcément, tu sais, avoir 12 employés. Et ça m'a vraiment marqué ce post-là parce que je me suis dit, c'est vrai, on vit quand même dans une société de performance où le capitalisme, c'est un peu toujours plus, toujours plus d'argent, toujours plus de toujours vouloir faire maison, plus. plus grosse voiture, etc. Et moi, je pense que c'est ça, à force, ça me rend pas heureuse. Non. Et finalement, c'est pour ça que j'ai commencé à me fixer des objectifs, genre, qu'est-ce que je veux faire? Tiens, un podcast, pourquoi pas? Ça peut être cool. Les conférences, j'ai bien aimé. OK, tu sais, j'en refais. Quel type de client? Et ça, c'est plus ça, mes objectifs, tu vois. Donc là ça fait moins d'1 an que je me suis lancée. J'étais vraiment en mode, déjà, il faut que ça marche. C'est mon objectif. Il faut que j'arrive à payer mes factures déjà. Et ça a marché. T'as atteint, c'est parfait. Ouais. Exact, j'ai atteint cet objectif. Et là, maintenant, c'est choisir les mandats que je veux qui me stimulent. Donc, c'est vraiment ça, mon objectif. Donc, je te dirais, l'année prochaine, j'aimerais faire plus de formations et plus travailler avec des mandats où ça, vraiment, je me dis, ça va être cool, ça. Donc, c'est comme ça que... Et je commence à avoir 2-3 petits prospects où je me dis, ça, si je l'ai,
Je veux vraiment m'éclater. Mais t'es dans une belle position, alors c'est ouais. fun. T'as le choix, en fait. Exact, ouais. Puis, comme ça a bien marché dès le début, finalement, le budget que j'avais de côté, mes petites économies, je me dis, là, je peux me les garder pour l'année prochaine si jamais je veux me prendre un mois où je veux être vraiment en mode prospection ou quoi, tu sais. Ouais. J'ai toujours ma petite roue de secours qui m'attend, quoi. On a une belle liberté. Exact. Écoute, j'ai une dernière question pour toi, Manon. Oui. Grosse question quand même, là, mais si tu avais un conseil à donner à une Manon de 18 ans, ce serait quoi? Oh là là, hyper dur. Déjà, je pense que je lui dirais, t'inquiète, ça va bien aller. Ça va bien aller parce que, comme je te disais, c'est ça, j'ai pris des décisions des fois sans réfléchir, randomly, comme aller à Montréal, tu sais. Bon, ok, tant pis, je lâche la job au New York Times, alors franchement, je flippais, mais au final, mais mon Dieu, des fois, je me dis, mais je pourrais pas retourner en France, où j'essaye d'imaginer ma vie si j'étais restée là-bas, et je me dis, je pense que j'aurais regretté et je serais pas là aussi heureuse que je suis aujourd'hui. Et sinon, je dirais de vraiment toujours... je pense que c'est quelque chose que je fais encore aujourd'hui, mais think outside the box, tu sais. C'est ce que j'avais fait avec TikTok, regarder ce qui se fait en dehors et puis continuer de... Souvent, c'est une erreur qu'on fait quand on est en marketing digital. On est souvent derrière notre ordi et des fois, il se passe des choses en arrière qui ont directement un impact sur notre marketing. Tu sais, des fois, c'est un truc tout bête, hein, mais par exemple, long week-end, tes ventes, elles vont dropper. Et des fois, ton client, il va dire mais pourquoi mes performances, elles vont pas bien? Tout le monde est parti pour la fête du travail en chalet. Personne n'a pensé à acheter en ligne ses souliers, tout simplement. C'est vrai, ça? Donc, des fois, tu vois, des fois, c'est ça. Et c'est des choses... moi, qui ai pas mal formé des juniors, des fois... Il y en a plein qui sont hyper perfectionnistes et qui vont se remettre en question. Moi aussi, je le faisais au début. Les performances, elles ont chuté. J'ai forcément fait quelque chose qui allait pas. Non, des fois, c'est juste qu'il faisait super beau dehors. Les gens sont sortis, quoi. Ils ont pas pensé à acheter je sais pas quoi. Ou une fois, à l'inverse, j'avais eu un truc... J'avais un client qui parlait, c'était une OBNL, et c'était une aide pour l'intégration par rapport à l'immigration. Et il y avait eu un article, un documentaire qui était passé à la télé, et ça avait fait que on voit vraiment un énorme pic dans les performances, tu vois. Et je me rappelle, la personne que je formais à ce moment-là, elle me disait je suis sûre que c'est parce que là, j'ai augmenté mon enchère et ça a trop bien fonctionné. Je lui dis peut-être, mais à ce point-là, j'en doute, permets-moi d'en douter. Et finalement, j'ai tapé la date. J'ai tapé, je sais plus, 12 octobre 2017. 12 octobre 2017, j'ai tapé immigration. Et là, j'ai vu le documentaire en question qui était passé à la télé. J'ai dit, voilà. J'ai dit, tu vois, on a le coupable. J'ai dit, désolé, c'est pas ton augmentation d'enchères, mais je pense que ça a grandement aidé. Et tu vois, encore une fois, ça montre que la notoriété, ça a vraiment bien aidé. Et voilà. Ça a été un super bon coup de pouce qui a aidé le marketing digital aussi. Donc, tu vois, ça a montré que les deux travaillent ensemble et qu'il faut penser à des fois un peu sortir la tête du bocal pour voir ce qui se passe en dehors et puis s'en inspirer. C'est des clairement, dans ton parcours, tu as sorti de ta zone de confort à plusieurs reprises. Ouais. Donc, je trouve ça inspirant. Puis, inspirer les jeunes, c'est un peu le but du podcast, autant dans son professionnel que dans son personnel aussi. Exact. D'essayer de rencontrer de nouvelles personnes, tu sais. Fait que, écoute, Manon, ça a été vraiment un grand plaisir de discuter avec toi. T'as-tu aimé ton expérience aujourd'hui? Oui, bien contente. J'ai hâte de faire plus de podcasts. Yes! Je t'encourage. C'est vraiment, comme on a vécu aujourd'hui, c'est très humain. Puis ouais, je vais pouvoir, c'est sûr, je vais pouvoir te forward à plusieurs podcasteurs québécois qui seraient intéressés à discuter avec toi, c'est sûr. Ça me ferait trop plaisir. 100%. Merci. Merci à toi. Merci, à bientôt. Hey, salut, ça fait déjà la deuxième fois qu'on se voit dans cette même vidéo-là. Donc, merci de ton attention, puis merci de ta discipline, parce que c'est un mince pourcentage des gens qui sont capables d'écouter du début de l'épisode jusqu'à la fin. Donc, merci beaucoup de ta discipline. Ça démontre énormément de motivation de ta part et bien sûr d'un aspect important de l'entrepreneuriat que oui, la motivation c'est important, mais la discipline c'est encore plus important. Donc, merci de ton attention.
La meilleure manière que tu peux me repayer pour ce podcast-là, vu qu'il est accessible à tous et gratuit, il va rester gratuit. Ça, c'est important. Notez-le à quelque part. Je tiens qu'il reste gratuit, accessible à tout le monde. En fait, c'est tout simplement de repartager le podcast dans des Instagram Stories, d'en parler avec tes amis, d'envoyer le lien à tes amis. Hey, Mathis, va donc écouter cet épisode-là. C'est super intéressant. Ça vaut de l'or. Puis, ça va me permettre d'aller faire croître le podcast à un niveau exponentiel. Donc, merci beaucoup pour ton aide et ton intérêt pour le podcast. Et bien sûr, on se revoit la semaine prochaine dès jeudi midi pour un nouvel épisode. Donc, bonne journée à toi. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life we can move.